bienvenue dans cette deuxième séquence sur les méthodes de valorisation de votre PME. Aujourd'hui, les flux prévisionnels de trésorerie, prévision de cash flow, et la méthode DCF, le Discounted Cash Flow. Si vous ne pensez pas valoriser votre PME à partir de l'actif net, pour les raisons que nous avons vues la semaine dernière, une méthode alternative à celle des multiples consiste à faire à partir d'une projection de flux de trésorerie. Comment établir les flux prévisionnels de trésorerie? Le principe est le suivant. Vous partez de la CAF, la capacité d'autofinancement, qui est égale au résultat net plus l'amortissement, et qui sont les ressources de votre tableau emploi-ressources de trésorerie, desquels vous retirez les emplois éventuels en termes de trésorerie, que sont la variation du BFR, le besoin en investissement, les annuités des emprunts remboursés et éventuellement le versement de dividendes. Il en résulte un solde de trésorerie ou flux de trésorerie net que vous allez capitaliser sur la période du business plan, en général 5 ans. Cette valeur actualisée s'obtient moyennant donc un taux d'actualisation sur lequel nous reviendrons plus loin. Quelles erreurs à ne pas commettre sur les flux prévisionnels de trésorerie? En effet, des écarts, voire des erreurs, peuvent se glisser dans l'évaluation de chacune de ces composantes, et parce qu'on fait des simplifications trop rapides. Quelles sont-elles? La non-variation du besoin en fonds de roulement, considérant que l'activité est stable. Également sur les investissements, en considérant que le niveau d'investissement est à peu près égal à celui des amortissements. Donc pas de nouveaux besoins de trésorerie. Alors que s'il y a croissance, il y a non seulement besoin d'investissement pour développer les capacités, mais aussi pour maintenir ou renouveler la compétitivité. D'autre part, en cas de multiples segments stratégiques, souvent une moyenne trompeuse est calculée sur l'ensemble. Donc, sur le fond, au-delà des simplifications abusives, ces prévisions sont toujours optimistes, bien trop, car elles simulent dans le temps la continuation d'une situation stratégique, d'un équilibre qui est pourtant toujours précaire, dans lequel on considère que le taux de profitabilité est inchangé, que ce soit les prix, les coûts, les marges, que le taux de croissance est continu d'année en année, ce qui est toujours faux, et que le taux de réussite sur le marché des nouveaux projets est toujours le même, ce qui est également faux. Et quid du développement d'une nouvelle concurrence? Quels sont les secteurs d'activité où il serait possible de faire l'hypothèse de flux de trésorerie constant et en plus quasiment à l'infini? Voyons dans un tableau simplifié l'impact de ces hypothèses. Voilà des chiffres donc sur 5 ans, une entreprise qui a un résultat net d'environ une centaine de kilos euros, et dont on voit bien que sur les 2 premières années, on est dans un rythme à peu près constant, d'un amortissement d'environ une vingtaine de kilos euros, d'une variation de BFR, donc en augmentation d'environ là aussi une vingtaine de kilos euros, mais d'un investissement d'environ 40 à 50 kilos euros, qui dégage un flux de trésorerie de 60 kilos euros sur chacune des 2 premières années. Et quand on regarde les 2 dernières années de ce plan d'affaires, l'investissement étant pour large part réalisé, le résultat net est toujours environ d'une centaine de kilos euros, mais l'amortissement, lui, est donc légèrement augmenté, 30 kilos euros. Par contre, la variation de BFR, on tend vers à peu près une certaine stabilité, 10-15 kilos euros. Il n'y a plus d'investissement, et donc le flux de trésorerie net ressort à 120-135 kilos euros. Il a plus que doublé. Qu'est-ce que la méthode DCF de valorisation de l'entreprise? Alors, le principe, c'est de calculer la valeur actualisée de la somme des flux de trésorerie prévisionnelle. C'est un calcul mathématique bien connu qui consiste à sommer chaque flux annuel actualisé par un taux d'actualisation. Alors, sur combien d'années calcule-t-on cette valeur? On pourrait bien sûr la calculer jusqu'à l'infini, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens compte tenu de la remarque déjà faite sur la remise en cause de l'équilibre stratégique. Donc, il est d'usage de s'arrêter sur la 5e année, ce qui représente déjà un sacré pari sur l'avenir. Et avec quel taux d'actualisation? Un taux d'actualisation doit normalement comprendre 2 choses. Premièrement, le taux de rémunération standard de tout projet financier à cette échéance-là, et bien sûr,
la prime de risque, plus la prévision est risquée, plus le taux d'actualisation est élevé. Alors retenons les valeurs. Pour un profil moyen de PME moyennement risqué, on retiendra 15%. Pour un profil de PME à risque plus élevé, on prendra 25%. Et dans le cas d'un profil très risqué, dont en général une forte croissance, 35%. Voyons quels sont les écarts de valorisation dus au taux d'actualisation. Le même tableau. Et donc on voit bien que sur les 2 premières années, avec un taux d'actualisation à 15% ou à 25%, la différence n'est pas très importante, l'impact est relativement faible, on est autour d'environ une cinquantaine, 40 à 50 kg en actualisé. Par contre, sur les 2 dernières années, la différence du taux d'actualisation se fait sentir, puisqu'à 15%, on est encore à 60-70 kg, alors qu'à 25%, il n'y a plus que 50 à 40 kg de flux de trésorerie actualisés. D'où le total 295 par rapport à 227 dans le cas d'une actualisation à 25%. Il en ressort que le choix du taux d'actualisation influe grandement sur le résultat de valorisation. Donc il faut bien apprécier le profil de risque. Et si on voulait comparer avec la méthode des multiples, coefficient 6 sur le RN moyen de 100, on aurait une valorisation d'environ 600. Et donc, dans la méthode du CF, il faudrait continuer le calcul du DCF jusqu'à la valeur terminale, ô combien hypothétique. Disons que cela ferait tendre la valeur vers 300 à 400, selon le taux d'actualisation retenu. Mais à noter que dans ce cas, il y a bien eu un besoin d'investissement supérieur aux amortissements, on l'a vu, et dont la profitabilité, on le voit aussi, ne se fait jour que vers les dernières années. Ce qui n'est pas implicitement retenu dans la méthode des multiples, qui raisonne plutôt à situation constante. Conclusion. Rien ne vaut l'analyse stratégique de vos activités pour faire des hypothèses réalistes sur vos flux provisionnels de trésorerie. En effet, un acheteur sera peut-être même intéressé stratégiquement par une partie seulement de votre activité plutôt que dans sa globalité. Dans ce cas, faites bien le distinguo entre les différents segments stratégiques et minimisez éventuellement la valeur estimée de la partie qui ne l'intéresserait pas pour bien valoriser ce qu'il veut faire croître lui. Action. Retravaillez votre plan de développement stratégique pour mieux différencier vos différents domaines d'activité stratégiques et faire de bonnes prévisions. Faites plusieurs simulations pour en déduire l'impact sur la valorisation de chacune de vos activités et de la valeur totale de votre PME. Et soyez prêts à convaincre votre acheteur de votre vision. Réagissez à mes propositions par des questions dans le commentaire de l'article. Merci pour votre attention. La semaine prochaine, 3e et dernier article de la série, la méthode des comparables et la moyenne des méthodes. Jacques Jourdi.